environ 80 personnes qui ont œuvré à la main pour achever cette montre. Mais je pense pour comprendre vraiment tout, Oui. tout ce qui a été fait autour de cette montre, il n'y a qu'une chose à faire. Je vous invite à partir à la découverte de la manufacture. Ok, on y va. Ah oui, bien Attention, sûr. ça veut dire que je finis le Geneva Watch Day, Oui. après je t'appelle, on prend Exact. rendez-vous, je viens avec les équipes, on est chez toi, on débarque. Bonjour les toqués du Tic Tac. Aujourd'hui une émission exceptionnelle parce que nous sommes dans un temple de la haute horlogerie suisse. Nous sommes à la manufacture Chopard et Ferdinand Berthoud 1753, chronométrie Ferdinand Berthoud, et c'est pour eux qu'on vient. Et regardez ce panneau qui est juste en dessous, Fondation Qualité Fleurier. Je vous signale que la qualité Fleurier, c'est le plus haut grade, la plus haute distinction que peut avoir un calibre horloger. On va voir des choses fantastiques, je vous emmène. Chose promise, chose due, nous voici avec la pièce. Et l'avantage avec Vincent Lapère, c'est qu'il n'est pas question d'avoir une seule montre sur le plateau, évidemment, il nous faut la paire. Et la voilà. Bon, c'était un petit peu préparé, mais c'est toujours marrant, parce que c'est la pièce que tu as là qui a inspiré le projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, absolument. Voici la source d'inspiration de ce projet Naissance d'une montre. Il s'agit d'une exceptionnelle montre de poche réalisée par Ferdinand Berthoud en 1775 et assemblée par un de ses horlogers, Jean Martin, en 1806. Et cette montre, en fait, a inspiré non seulement par son esthétique, mais également par la fonctionnalité de son mouvement. Et on le voit ici, qui intègre un système à fusée-chaîne et, pour la première fois dans une montre de poche, un système de balancier bimétallique permettant la compensation thermique du spiral, de la longueur de spirale. Tu vas nous expliquer, parce que c'est important, le fusée-chaîne et puis le bimétallique, parce que c'est quand même deux trucs qui sont très importants et qu'on retrouve sur la pièce que tu vas nous présenter. Alors, comment fonctionne le système fusée-chaîne ? Oui, tout à fait. En fait, sur cette montre Ferdinand Berthoud, Naissance d'une montre 3, on retrouve le mécanisme de fusée-chaîne de cette montre de poche. On retrouve la même esthétique et certains éléments aussi similaires. En fait, le mécanisme à fusée-chaîne est le seul moyen d'obtenir un flux d'énergie constant à l'échappement. C'était utilisé à l'époque de Ferdinand Berthoud, mais c'est quelque chose qui était utilisé vraiment couramment à l'époque. Il n'y avait pas vraiment d'autres moyens d'obtenir une énergie constante. Et on la reproduit donc dans cette montre Naissance d'une montre. Pour que les gens comprennent bien, ça marche un petit peu comme un dérailleur de vélo. Absolument. Ça veut dire qu'en fait, la chaîne baisse au fur et à mesure pour garder la même force d'entraînement de l'autre côté ou... Absolument. Le principe est en fait très simple. On a ce cône sur lequel la chaîne s'enroule. Oui. En face, on a un barillet avec un ressort moteur, comme sur toute montre mécanique. Cet élément en face fait exactement l'effet d'un dérailleur, c'est-à-dire qu'il permet la distribution de l'énergie. Et la chaîne, en fait, change de position comme sur un plateau de dérailleur de vélo. Ce qui serait amusant de savoir, parce que, évidemment, le système fusée-chaîne a été inventé bien avant le dérailleur de vélo. Et si ça se trouve, c'est le mec qui a inventé le dérailleur de vélo, il est parti en se disant « Mais pourquoi on ne fait pas ça pour les vélos ?» C'est possible. C'est tout à fait possible. Il faudrait faire des recherches. Laissez des commentaires. Il faut faire des recherches. Mais c'est franchement tout à fait possible. Absolument, oui. Ce balancier bimétallique, autrefois, avant l'introduction des spiraux autocompensateurs, des balanciers aussi dans des alliages qui évitent la dilatation thermique, était le seul moyen d'ajuster la longueur du spiral en fonction de la température. Comme vous le savez, le spiral est très sensible aux variations de température et toute la problématique, c'est de garder la même vitesse de fonctionnement du spiral. Et ce balancier bimétallique, en fait, dans cette montre Naissance d'une montre, reste une première, ça n'a jamais été fait dans une montre bracelet, reproduit non pas le balancier prototype développé par Ferdinand Berthoud, mais ici c'est un balancier de type Guillaume. Et cette pièce bimétallique, elle est
composé d'un var qui a permis d'avoir le prix Nobel, Oui. et puis de laiton à l'extérieur. Donc c'est vraiment cette construction typique qui, grâce à 2 coefficients de dilatation thermique différents, permet d'ajuster la longueur du spiral en fonction de la température. Et ça, on retrouvait ça aussi dans les horloges de marine que fabriquait Ferdinand Berthoud et qui partaient sur les bateaux. Absolument. C'était la seule manière à l'époque de garantir l'isochronisme du mouvement, en fait. C'est dingo quand même ces inventions. Oui, surtout quand on remonte des siècles en arrière, quoi. Absolument. Et ça a été d'une difficulté extrême de reproduire ce mécanisme parce qu'en fait, il n'y avait plus aucune littérature technique, plus aucune recette de cuisine pour pouvoir fabriquer une simple rondelle avec ces 2 éléments, l'invar et le laiton. Et ça a pris plusieurs années de recherche et développement vraiment par un plan d'expérience très étendu, par itération, pour pouvoir obtenir un disque parfaitement homogène, permettant d'être usiné, de façonner le balancier dans ce disque, et ensuite de le percer pour ajuster les vis, etc. Oui, mais c'est aussi la magie de la naissance d'une montre. Absolument. Puisque seul un projet comme celui-ci peut te permettre de faire ça, puisque tout est fait à la main, chaque pièce, une par une. Absolument. Donc c'est intrinsèque à l'esprit du projet. Oui, c'est bien là toute la beauté, mais aussi la difficulté de ce projet. C'est cet apprentissage et cette préservation du savoir-faire. D'ailleurs, rappelons qu'il n'y a que 10 montres qui vont être sorties de cette numéro 3. Hein. Oui, à raison d'une production de maximum 2 pièces par an dès l'année prochaine. Donc, c'est assez 11 000 heures de travail. 11 000 heures. On ne le dit jamais trop, mais vous vous rendez compte, 11 000 heures de travail cumulé. On a une réserve de marche. Donc, on a la réserve de marche, ici 50 heures. On a ce cadran qui est façonné en or et gravé, bien entendu, à la main, avec des aiguilles heure-minute qui sont en acier bleui thermiquement. Pour éviter la corrosion. Pour éviter la corrosion. La réalisation de l'aiguille des minutes à elle seule représente plus de 30 opérations mécaniques et 13 opérations de décoration. C'est près de 3 jours de travail seulement pour une aiguille. Et puis la finesse de l'aiguille aussi des secondes. Oui, la trotteuse. Alors là, elle est d'une finesse avec une courbure très étudiée. C'est vraiment dingo, ça. Oui, c'est particulièrement élégant. Elle est rivée sur un canon en or qui est rapporté, parce qu'évidemment, ce canon est très, très haut, puisqu'il part du centre et doit couvrir les autres éléments. Donc ça, c'est une aiguille assez délicate à réaliser. Et on constate aussi un élément particulier ici, c'est le contre-pivot du balancier spirale. À noter notamment que la montre intègre un stop balancier. Oui, parce que quand même, il faut pouvoir la mettre à l'heure très précise. Exactement. Et ce contre-pivot qui est en diamant a une forme très particulière et on retrouve l'équivalent au dos de la montre, on le voit ici. Et la forme en fait de ce diamant est une culasse d'un diamant Happy Diamond. C'est un clin d'œil. Le clin d'œil à Chopard, évidemment. Bien sûr. Mais il faut rappeler qu'on est quand même on est dans la manufacture Chopard, puisque Ferdinand Berthoud et Chopard partagent les mêmes locaux. Et oui, c'est ça, nous avons... Et surtout, vous partagez aussi les horlogers, vous partagez l'expérience, vous partagez plein de choses. Alors nous avons nos propres équipes d'horlogers et de décorateurs, mais effectivement nous bénéficions de tout le savoir-faire maison, notamment pour la production des ébauches. Et pourquoi du diamant plutôt que du rubis? Il y a une raison? Alors il y a une raison simplement historique, c'est qu'on voit que sur la montre historique faite par M. Berthoud, le contre-pivot de sa montre est également en diamant. Donc nous avons simplement repris ce que M. Berthoud a fait et on l'a transposé de manière moderne afin d'être fonctionnel. Un hommage historique. Un hommage historique. Et l'arrière est très quand même. Donc on a un arrière très épuré. Très spécifique, hein, quand même, avec ces 2 ouvertures. Ces 2 grandes ouvertures, ce pont à talons et les gravures évidemment qu'on retrouve sur nos autres montres, Ferdinand Berthoud, chronomètre Val de Traverse suisse. Et une phrase. Et une phrase très importante, une maxime qui a été publiée par Louis Berthoud, le neveu et élève de Ferdinand Berthoud, autant qui instruit. Et cette maxime s'applique à absolument tout artisan de n'importe quel métier. Ce n'est pas parce qu'on a son diplôme que l'on est un maître artisan. Il faut du temps. Voilà. On progresse année après année
et jusqu'à la fin de ses Voilà, jours, c'est tous les même jours. Il nous est paru évident que cette maxime devait figurer sur un projet tel que celui-là. un projet de ce calibre-là. De ce calibre-là. Ah, quand même. Voilà, on peut le dire. On peut se le permettre, là. On peut se le permettre. Je crois qu'Abraham Louis Breguet était un élève de Ferdinand Berthoud. Alors oui, il a travaillé C'est dingo, ça une aussi. dizaine d'années dans son atelier. Et nous avons aussi souhaité rendre hommage à ce maître, puisque nous avons intégré au niveau de la fusée un système d'arrêtage, donc qui permet d'arrêter le mouvement quand il est remonté entièrement, dit Breguet. Une pièce chargée d'histoire, d'émotions. Heureux sont ceux qui l'auront, évidemment. Autant vous dire qu'il va y avoir de la bagarre pour pouvoir en avoir une. Et puis, ce qui est intéressant, et ce que tu me disais tout à l'heure, comme ça, off, parce qu'évidemment, avant on parle un peu, c'est que celle-ci est d'une précision absolument incroyable, mais peut-être même encore plus précise que celle-ci. Oui, parce que les montres de l'époque, Monsieur Berthoud la considérait comme étant une pièce quasiment parfaite. Il la dénomme montre astronomique de poche, montre qui permet de calculer les longitudes. Et en fait, la stabilité de ces montres, qui est évidemment plus grande, mais aussi la précision extrême et le temps qu'il passait à les réaliser, à les régler, permettent une stabilité et un réglage vraiment tout à fait remarquable. C'est tout à fait exceptionnel. Moi, je suis épaté par des personnes qui, à l'époque, se mettent à penser qu'en faisant une pièce avec deux matières différentes, pour compenser les écarts de marge dus à la température, je trouve ça bluffant. Oui, dans ce domaine, M. Berthoud avait beaucoup d'expérience puisqu'il utilisait déjà les grilles, le fameux grill dans ses pendules et dans ses chronomètres de marine pour régler le même problème, c'est-à-dire la compensation thermique de la longueur du spirale. Mais ils l'ont transposé en beaucoup plus petit pour des montres de poche. Et là, la miniaturisation, c'est une science à part. C'est encore autre chose, parce que faire ça avec un régulateur de parquet comme celui qu'on voit derrière nous, c'est une chose, c'est déjà un exploit, mais alors sur une montre de poche de cette dimension-là, c'est plus qu'un exploit. Je te remercie. Évidemment, là, inutile de vous dire que dans la pyramide de la haute horlogerie, on est au sommet. Avec une pièce d'une qualité comme ça, je pense que si vous la présentez au Grand Prix de Genève, il y a quand même de fortes chances qu'elle soit adoubée par ses pairs et qu'il vous faille, mon cher Vincent, agrandir l'étagère derrière toi. Hein? On aura plaisir à agrandir l'étagère au besoin. Et qui sait, peut-être sera-t-elle même sélectionnée pour notre événement La Montre de l'année à Paris. Hein? Ça, seul le comité des journalistes, dirigé par Stéphane Sechka, nous dira ça. Merci Vincent pour ça. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures, hein, parce que je pense que chez Ferdinand Berthoud, ça ne s'arrêtera pas là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors j'ai rendez-vous avec Luc. Luc, quel Luc? Je sais pas, c'est marqué là. Ah, Louis Ulysse. Ah oui, c'est ça, Louis Ulysse Chopard, LUC, de très beau calibre, ça. LUC. Et voilà, c'est Jonathan en fin de compte que je viens Vous voir. avez rendez-vous avec Jonathan? Oui. Salut Franck. Bon, alors là, attention les yeux. Hein. On va voir ce qu'on va voir. Hein. De l'horlogerie, mais alors high level, une montre, la naissance d'une montre fabriquée de A jusqu'à Z, dont toutes les pièces sont faites une par une à la main. Exactement. C'est un projet exceptionnel, tout est fait à la main, tu pourras tout découvrir, tout voir, on n'a aucun secret à Tu ne cacher. nous caches rien. Absolument rien. Ça va être fantastique. Allez, c'est parti. Bon alors voilà, on arrive dans un atelier avec plein de machines. Et là, on est où? Alors on se trouve dans l'atelier des traditions, donc c'est l'atelier qui a été spécifiquement mis au point pour créer tous les composants bruts du mouvement de naissance d'une montre. Toutes les pièces sont faites une par une, quelle que soit la taille. Toutes. Parce que là, je vois des plans millimétrés, etc. Il prend le plan, il regarde les cotes et il fait tout à la main en partant juste d'une pièce d'acier. Exactement, avec différents outils, différentes machines-outils. Alors on peut commencer avec Lucie. Honneur aux dames. Bien sûr. Lucie, bonjour. Alors moi je suis polymécanicienne. Donc là, tu travailles sur quelle pièce? Alors je travaille sur le balancier bimétallique. Bimétallique veut dire de matière, donc on retrouve au centre de l'invar
Et à l'extérieur, c'est du laiton. C'est petit. Et de ça, tu travailles que ici ou tu Non, non, alors là, je suis dans les premières étapes en fait. On a déjà eu un gros travail de soudage. Et c'est toi qui fais les autres étapes? Sur ce composant-là, oui. Emmène-nous. On y va. Donc là, Lucie, c'est ta deuxième étape de Oui. ta pièce qui comporte Oui. plein d'étapes. De mon balancier bimétallique toujours. Donc là, je l'ai collé sur un posage et il est sur une pointeuse. Et je vais venir faire différents trous qui vont permettre à m'aider pour mes usinages ensuite et également pour la fonction de la pièce. Donc dans les vieilles machines, il faut savoir qu'il y a toujours du jeu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête constamment. Je fige la position avec des petites manettes ici. Les lunettes de sécurité, très important, les lunettes Très de important, sécurité. oui. Et Moi, après, j'en ai pas, donc je me recule. je mets en route le moteur. Et là, je fais mon petit pointage. Et après, tu changes d'outil, tu mets une sorte... Exactement. Bon, on va Là, dire. en fait, ça m'a fait vraiment... C'est une petite fait un forme petit comme cône. ça. Voilà, un petit Et cône. après, tu mets ta mèche qui va faire le trou. Exactement, oui. Donc, ce qui est intéressant de savoir, les amis, c'est que normalement, tout ce que vous voyez là, maintenant, dans les manufactures modernes, c'est fait avec des grandes machines qui sont pilotées par ordinateur. Le pinceau, ça sert à quoi? Faut toujours huiler pour pas que la matière elle colle. Sauf que là, on fait du tellement petit que bien souvent, moi, je viens mettre quelques gouttes en fait sur le bout de mon outil. Et après, je peux démarrer mon perçage. Et après, je dois changer de machine. On va, on vient, c'est vachement sympa, on les suit. Et puis attendez, vous n'avez pas fini. Donc ensuite, je viens sur ce tour 102 où j'ai monté mon balancier là, sur la broche. Je fais une des parties les plus compliquées pour le balancier, c'est les taraudages. Donc c'est là où viennent se loger les vis. Je vous montre quand même l'épaisseur du truc. Alors ne croyez pas que c'est l'épaisseur de ce que j'ai là, hein. C'est l'épaisseur de ce qu'il y a en haut. C'est absolument incroyable, c'est quasiment invisible à l'œil nu. Comme un cheveu pratiquement. Non, c'est 5 cheveux. Mais dis-moi simplement une chose, Oui. une question de taraude, tu prends la pièce, Mhm. quand elle est finie, combien de temps t'as mis? Je pense que celle-là, je dois mettre 3 jours pièce. Et c'est pas la plus longue. 3 jours. Elle me dit 3 jours pièce pour un truc qui fait un quart d'ongle. Et elle me dit, ah, mais c'est pas la plus longue. C'est dingo, ça. Ouais. C'est formidable ce que tu fais. On te félicite. Bravo. Bravo, Lucie, dans les commentaires. Et maintenant, on va voir qui? Maxime ou Bertrand? Allez, on passe à côté. Je suis Maxime. Allez, Maxime. Maxime, de superbes moustaches, dis donc, Bello. Donc, tu fais un polybloqué. Le polybloqué, c'est comme le polymiroir, c'est pareil, c'est synonyme? Oui. Ok. Ça veut dire que c'est le polissage le plus parfait qui existe au monde. Et tu polis avec le truc comme ça. Ouais, c'est le mouvement de l'archet qui va faire tourner mon outil et puis qui va entraîner la pièce. Ça s'appelle un archet. Ouais. Ouais, c'est comme le violon, quoi. C'est Ouais. c'est pareil. C'est dingo, Exact. ça. Ouais, ouais. Et sur cette petite, c'est un fil, une ficelle, je sais pas comment on dit. C'est un lien. fil de pêche. Un fil de pêche. En nylon, ouais. Et là-dessus, puisque tu polis, tu mets une matière, tu mets une matière de polissage ou un truc? Alors, je vais mettre de la pâte à polir sur mon outil, sur la rondelle là, qui est en cubé. Bon, tu fais des polissages que à l'archet ou il y a d'autres techniques? Non, alors polissage à l'archet, c'est uniquement pour les faces de mes ailes de pignon, mais je peux te montrer sur une autre machine comment je viens polir mes diamètres. Et comment? Allez, vas-y, montre-moi ça tout de suite. Hyper intéressant. Donc là, c'est une bûchette en bois Une petite bûchette. que je taille avec mon couteau. Ensuite, je prends un peu de pâte à polir. Et puis, je travaille avec un binoculaire. Quand même, tu travailles avec un binoculaire depuis Ouais, tout à l'heure. Je me dis, mais comment ils font pour voir ces trucs-là tout petits? Ah, puis là, tu as un petit tour aussi. Ouais, exactement. J'ai mon moteur là. Et puis là, si j'enlève le binoculaire, on voit bien l'entraîneur qui est fixé sur mon pignon. Putain, mais moi je croyais que tu allais Le pignon polir la qui travaille. pièce, mais non, c'est l'entraîneur et puis le pignon qui est dedans et c'est ça que tu polis. C'est ça, moi je vais venir polir Mais ça le grossit combien de diamètre. fois ce truc-là? x10, Enfin, moi je travaille à x10. Bon, alors maintenant on va laisser Maxime travailler à son polissage sur un truc invisible à l'œil nu. Et maintenant, alors Jonathan, on va voir qui? On va aller voir Bertrand sur une machine qui s'appelle le pantographe, qui était détournée de son utilisation principale d'origine. Pantographe, on y va.
Alors là, vous allez toucher du doigt l'infiniment petit. Parce que je vous ai trouvé un truc de derrière les fagots. Déjà, moi-même, j'en reviens pas. Là, il y a le plan de la vis. La vis et le filetage. Retenez bien. On sait que la vis va être en or. Là, c'est la taille de la vis, mais déjà, vous voyez rien. Mais regardez la vis en vrai. Donc la vis en vrai, déjà, c'est plus petit qu'un microbe. Et en plus, ils vont venir mettre un filetage dessus. Et à la main, sans ordinateur, sans laser pour calculer les trucs, sans caméra pour faire le gros plan et vérifier que c'est bon. Et cette vis-là, c'est la vis qui vient sur l'organe réglant. Donc c'est vraiment le cœur battant de la montre. Sans cette vis, rien ne marche. Bah ouais. Vous vous rendez compte? Maintenant, on comprend mieux aussi un petit peu les prix de quand c'est fait à la main. Tous ceux qui disent « Ah, qu'est-ce que c'est cher ?» Bon, d'accord. Pour faire une montre, il y a 11 000 heures de travail. 11 000. Vous imaginez? Bon, allez, on continue parce que maintenant, on va aller voir Bertrand. Ouais. Alors là, c'est le pantographe, c'est ça? Oui, le pantographe. Et on voit ici, donc la machine est là, et ça, c'était l'utilisation qui était faite au départ. Ce pantographe, on faisait, en fait, c'est les lettrages sur les boîtes aux lettres. Donc c'est à des grossissements qui sont de l'ordre de 5 à 10 fois. Et le but, c'est de pouvoir, ici, créer des formes. Donc des platines, des ouvertures, des ponts. C'est Bertrand qui réalise ça sur cette machine. Ouais, Bertrand, tu es en train de travailler une pièce de métal et tu vas dessiner une platine. Alors, c'est pas une platine, c'est un cliquet de remontage. Un cliquet de remontage, c'est celui qui est là parce que je t'ai vu regarder là. Oui, c'est ça, c'est le plan qu'on voit là. Donc le cliquet de remontage, tu pars en fait d'une plaque métallique. Voilà. Et tu vas découper tout dans la forme, le machin et tout le bidule pour avoir exactement ça au micron près. Peut-être pas au micron, mais oui, ça au plus proche. Et tu vas me montrer comment tu fais. Donc là, je viens suivre le contour de ma pièce avec une touche qui est assez large, qu'on calcule par rapport au diamètre de la fraise et l'échelle qu'on a sur le chablon. Et après, avec une autre touche, je viendrai faire ma finition pour faire un deuxième passage propre. Bon, alors vas-y, maintenant, montre-nous. Action! Alors ouais, Bertrand, c'est quoi, toi, ton métier? Alors moi, je suis polymécanicien. Ah, t'es comme Lucie. Exactement. Et t'as fait ton école où? Au CIFOM au LOC, là. Ah, au LOC. Donc, il y a une école polytechnique au LOC. Oui. Le LOC, très joli port de pêche. Bon, c'est ma blague favorite. Mais c'est surtout le LOC, là où il y a beaucoup de manufactures horlogères. Donc, Oui. les gens sont formés, évidemment, dans le bassin où se trouvent toutes les manufactures horlogères. Bravo, Bertrand. Bon, on te laisse continuer tout seul. Oui. Formidable. Dis donc, c'est passionnant tout ça. Tu te rends compte? Mais alors, ça veut dire qu'ils passent de machine en machine, ils font des trucs. Et c'est pour ça que cet atelier qu'on a baptisé Atelier Tradition a été mis en place avec toutes ces machines qui ont été réunies, y compris des machines pour créer des outils qui eux-mêmes créent des composants. Parce qu'il faut pouvoir travailler, on va dire, en toute autonomie. Il y a des choses qu'on ne trouve plus aujourd'hui en termes d'outillage, de manipulation. Donc on est obligé de pouvoir faire des choses en fonction de nos besoins. Vous êtes une manufacture 100% manufacture, puisque vous faites tout vous-même. À l'exception des glaces en saphir ou des joints, effectivement, tout le reste, on peut le faire ici, sur ces machines anciennes. Oh, le challenge pour Carl Frédéric Cheffoleux. Je vais le voir, je vais lui dire la prochaine fois, dites-moi, mon cher ami, il faudrait faire les verres saphir et les joints pour être 100% manufacture. La sauter au plafond. Marc, ce serait une bonne blague. Fin de la séquence atelier tradition. Et maintenant, on va à l'atelier Décoration. décoration. Et c'est pas fini. Après la décoration, il y a encore autre chose. Allez, venez, on y va. Bon alors, Jonathan, j'ai quand même deux questions un peu bizarres, enfin des trucs bizarres que j'ai vus, trucs un peu étranges. On sort de l'atelier tradition, là, où on voit que les pièces qui sont faites une par une à la main, pour la pièce naissance d'une montre numéro 3, Oui. mais ils portent des blouses Chopard. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Alors l'atelier tradition a été spécifiquement créé pour ce projet-là, mais c'est vrai que c'est un projet d'entreprise. Au total, ça réunit près de 80 personnes du groupe. Donc c'est pas seulement les équipes de Ferdinand Berthoud, mais aussi Chopard. C'est vraiment de bénéficier de l'expertise et du savoir-faire de
toute l'entreprise au sens général. Donc indifféremment, ils portent des blouses Chopard ou Ferdinand Berthoud. Exactement. Et là, en fait, on va passer maintenant dans notre propre atelier où on a notre équipe dédiée et on va passer à travers la décoration avec l'horlogerie et on va vous accompagner avec Vincent Lapère, notre général manager. D'accord. Et toi, tu changes combien de fois de tenue par jour? Ça, c'est pour la petite anecdote. Merci Jonathan. Et maintenant, je vais aller voir Vincent. Et le voilà. Et voilà. Vincent Lapère qui va nous faire la visite des ateliers de décoration, d'assemblage, de réglage et tout le reste, quoi. Et voilà, tout à fait. Descente d'une montre numéro 3, ça continue ici. Ici. Alors vas-y. Eh bien, bienvenue à la chronométrie Ferdinand Berthoud, l'espace ici situé au 3e étage de la manufacture, qui est entièrement dédié à la décoration des composants Ferdinand Berthoud et bien entendu à l'assemblage des mouvements et des montres. Et dans le cadre de naissance d'une montre, pour chaque mouvement, on passe un peu plus de 600 heures de décoration par mouvement. Sans parler du reste du travail. L'horlogerie, c'est plusieurs semaines de travail avant d'envoyer le mouvement au COSC pour être officiellement certifié chronomètre. Autant vous dire qu'il y a une liste d'attente longue comme le bras. Et puis je vous renvoie à l'émission qu'on a faite avec Carl-Frédéric Chevreul, où il me disait que même lui, il n'en avait pas une et qu'il était dans le dernier de la liste et qu'à chaque fois, quelqu'un passait devant lui. C'est quand même assez marrant. Ah bah. On y va? Alors, bienvenue dans l'atelier de décoration de la chronométrie Ferdinand Berthoud. Bonjour à tous. Alors méfiez-vous, dites pas de secret parce que là, ça tourne. Hein. Oui. Dans cet atelier sont décorés l'ensemble des composants de nos mouvements Ferdinand Berthoud. Alors, je vais laisser le responsable de maîtrise d'œuvre de l'atelier nous présenter les différents types de décorations qui sont faits là. Autant faire appel aux professionnels. Marc, je crois, c'est ça. Donc là, chaque personne de l'atelier travaille sur les mouvements donc actuels de Ferdinand Berthoud, donc les FB3, ce qui s'est vendu dernièrement. Et là, je suis en train de limer des angles sur un pont. Régler réglage dynamique. Là, tu as plein de petits bouts de papier de toutes les couleurs. C'est quoi ça? C'est des papiers diamantés à plusieurs grains différents en microns pour pouvoir adoucir et enlever les micros ou les rayures. Ou les micro-rayures en dessous des rayures. T'es un chirurgien. C'est pour ça que t'es au binoculaire. Il faut voir ça pour le croire. Hein. Et à côté, il fait quoi? Alors toi, t'as une palette. Soit des brunissoirs, soit des fers. Des brunissoirs. Ah ouais, d'accord, mais ça ligne pas, ça. Non. On le sent pas, ça. Là-dessus, on a du papier. Ah, voilà, tes petits papiers, toi, ils sont rangés. Alors que lui, là-bas, c'est le bordel, c'est ça? C'est ce que t'as voulu nous dire. Non, je vais pas faire la morale sur le bordel. T'en as aussi? Alors ça, c'est intéressant. Chacun organise son atelier. Et ça veut dire que là, tu bosses là, mais tu ne pourrais pas bosser là parce qu'il n'a pas les mêmes rangements où tu perdrais beaucoup de temps. Oui, non seulement on a notre bordel organisé, mais on a nos techniques aussi particulières. On a une grande liberté justement pour pouvoir faire l'angle un peu comme on le sent, au mieux de ce qu'on est capable de faire. Si l'un d'entre nous, avec sa technique, n'y arrive pas tout à fait, un autre, avec une technique différente, une approche différente, va dire « j'ai peut-être trouvé un moyen ». Chacun arrive avec un de ses petites touches, les choses qu'ils ont pris un petit peu ailleurs avant de venir chez nous. Et le but, c'est pas de leur dire « effacez tout ce que vous avez fait, on va vous apprendre à travailler ». Vous mettez tous en pot commun. On combine. Et ils progressent les uns avec les autres, avec les techniques de l'un et de l'autre. Tout est bon à prendre et le but, c'est de pouvoir vraiment trouver la meilleure combinaison possible pour avoir ce niveau d'exigence. Qui lève la tête, là? Tiens, il y a un barbu là-bas, on va aller voir le barbu. Oh non, pas lui. Pas lui. Ah, l'enfant terrible. C'est notre dernière arrivée. Ah, on va te bisuter, toi, alors, peut-être. Hein. T'es arrivé il y a combien de temps? Je suis arrivé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Quand même. Le but du NM3, c'était vraiment que tout le monde puisse participer à ce projet-là, que ce ne soit pas une ou deux personnes de l'atelier, oui. celui qui a le plus d'expérience. Puis là, on est vraiment dans le domaine du chef-d'œuvre. Alors là, si je comprends bien, ici, tu as vraiment le poli, on voit la réflexion parfaite de la lumière. Hein. Exactement. On a une partie donc
en contrebas ici qui n'est pas faite, où le chanfrein n'est pas fait. Donc là, c'est le brut. Là, c'est le brut, voilà. Là où tu montes, c'est le brut. On va dire que la pièce, elle est en cours de fabrication. Ok. Donc là, on n'a rien du tout. Et là, on va avoir le chanfrein, justement, qui aurait été ébauché, adouci, poli. Et puis, voilà, le but, c'est de jouer avec la lumière et qu'on n'ait pas de bosse, d'imperfection. Il faut que la lumière puisse vraiment Pas de cheveux de roue, circuler sur l'angle. Donc vous allez assister en direct. Vous voyez comment ils font. Et regardez ça, regardez la précision avec la main de l'homme. Hein. On est au centième là, les mecs. Hein. Donc là, la matière, tu vois déjà, elle commence à briller. Donc là, on appelle ça lever l'angle au couteau. Donc c'est vraiment une première ébauche de l'angle. Là, on voit que là, on est complètement strié. Pour enlever justement toutes ces petites vibrations, on va reprendre la lime. Donc comme ceci. Ouais. Et là, par contre, après, on va avoir le geste de lime pour pouvoir faire une courbe qui soit qui soit plus lisse, on va dire. Pardon. Et après, tu le finis avec autre chose. Exactement. Et c'est là où tu mets la pâte à polir quand tu le finis. C'est ça. Donc voilà, là on enlève un petit peu plus les stries, là j'ai encore une petite bosse, donc il va falloir insister un petit peu. Mais voilà, ça peut vous montrer un petit peu le temps qu'on peut y passer. Bon, merci Marc. Merci à toi. Passionnant. Je peux plus regarder un poli sans penser à toi maintenant. Ok, bah c'est parfait. Allez, on va à côté. Bonne visite. À côté à l'horlogerie, donc ici. Et en passant, je fais juste un petit focus sur une machine qui sert au sablage des pièces. Et ici, chez Ferdinand Berthoud, on parle de sablage traditionnel avec de la poudre de verre qui est calibrée et projetée sur les composants. Ah, c'est pas du microbillage. Voilà, c'est pas le microbillage ou ce qu'on appelle sablage au laser, comme on voit de plus en plus aujourd'hui. Bon, Vincent, qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise là? Alors, après la décoration des composants, et une fois qu'ils ont été contrôlés par le département du contrôle qualité, eh bien, les composants sont amenés ici à l'horlogerie qui vont assembler le mouvement, puis assembler la montre et au final l'envoyer au COSC, au contrôle officiel suisse des chronomètres, pour y subir les 16 jours de test et recevoir la certification COSC. Moins 4 plus 6. Moins 4 plus 6, oui, avec un peu plus de rigueur pour Ferdinand Berthoud encore. Alexis qui est qui a en fait ici le prototype du mouvement de naissance d'une montre. Ah, t'as le proto! Ah là là, magnifique. Le premier mouvement a été envoyé, à vrai dire, juste ce matin au COSC pour certification. Donc il est parti tôt ce matin, on n'a pas pu le garder. Bon, alors là, ton proto, il est magnifique. Alors oui, voilà, c'est le prototype, le tout premier qui est passé au COSC, qui a servi à valider la construction, qu'on puisse fabriquer la pièce de maîtrise, l'assembler et l'envoyer au COSC ce matin. Quelle était la plus grande difficulté au niveau de l'assemblage et du réglage de ce mouvement? Et le balancier, de manière générale, c'est quand même quelque chose d'assez sensible. On est sur un balancier bimétallique coupé, avec un spiral bleu. Et que le moindre faux geste peut avoir un impact irréversible. Bon, allez, on te laisse travailler. Magnifique. Bonne journée. Merci, toi aussi. Au passage ici, la chaîne, la fameuse chaîne qu'on retrouve dans nos montres. C'est gentil, ils nous ont fait un petit cœur. Et voilà, on a fait un petit cœur pour l'émission. On peut toucher ou pas, tu crois? Oui, on peut la toucher, bien sûr. On peut la toucher. On a près de 800 maillons ici. Alors là, ça, il faut savoir que quand vous voyez une chaîne de vélo, eh ben, c'est exactement une chaîne de vélo. Sauf que regardez la taille, et on ne peut même pas l'attraper. Oui, c'est difficile. Allez. Regarde ça, t'as vu, c'est dingue. Imaginez la taille des maillons, quoi, enfin de la chaîne. Oui, mais ça c'est plus d'une journée de travail, de montage. Les goupilles font 0,3 mm de diamètre. Ah, là il y a encore une machine un peu spécifique. Tu travailles sur un spiral. Alors qu'est-ce que tu fais exactement avec cet appareil? Alors là, j'ai compté mon spiral, donc en fait j'ai déterminé la longueur de mon spiral, ce qui va permettre d'avoir le réglage définitif de la montre. Donc c'est ça qui va permettre de définir l'avance ou le retard de la montre. Ils n'ont pas tous la même longueur? Non, parce que ça va dépendre des alternances par heure, ça va dépendre du poids du balancier et tout plein d'autres paramètres.
Et là, donc, on arrive au contrôle qualité. Bonjour Oui, tout le alors, monde du contrôle qualité. C'est un département très important puisque à réception, les composants bruts doivent aussi être contrôlés pour s'assurer qu'ils sont bien dans les tolérances, qu'il n'y ait pas de défaut d'usinage, etc. Donc, ça veut dire qu'un élément vient 2 fois dans ce bureau. Au minimum. Quand il arrive, quand il part à la Et quand il décoration et quand il revient, quand il a été décoré. Si on prend ici ce premier tiroir, on va voir ici typiquement notre système de stockage où on a des calottes qui comptent avec la référence du composant et sa date de production et le composant belle brut platine. ici, une platine brute de notre calibre à spirale cylindrique. Donc il va encore ensuite être passé en décoration. Elle va revenir ici pour être restockée avant d'être emballée. Ultra protégé contre évidemment toute humidité, etc. C'est sous vide. Absolument. C'est sous vide, sous azote. Et chaque composant doit être évidemment Vous avez vu, il me l'a pas laissé stocké, longtemps dans la main. Et on sait jamais. référencé. Ah, il me l'a repris tout de suite pour le remettre dans le tiroir. Au mieux. Maintenant qu'on a fini les ateliers, suite du programme. Eh bien, nous allons découvrir au musée Ferdinand Berthaud. Allez, on y va. Et voilà, on arrive au musée Ferdinand Berthaud. Ah, ça... Anne Walter. La grande prêtresse du patrimoine Chopard et Ferdinand Berthaud. Oh non, 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 quand même. Si, je sais que c'est toi qui trouves les trucs, etc. Ça doit être plus difficile maintenant, non? Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que tu nous montres de beau, là? Alors, je commence peut-être ici avec une montre de carrosse. Ouais, elle est un peu grande pour les montres à gousset. Sinon, il faut une très, très grande poche. Elle était grande comme ça parce qu'elle était suspendue dans les carrosses. Et quand je tire sur la chaîne, Et bien en fait, on entend la répétition, c'est-à-dire la sonnerie des heures et la sonnerie des quarts. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'électricité. Donc c'était bien pratique d'avoir l'heure la nuit. en fait, c'est ça. Dans le carrosse pendait l'horloge, voilà. Et puis, tiens, à quelle heure il est? Ding, je tirais et j'entendais ding, ding. Un peu comme un clocher d'église, en fait. Un peu ça. Voilà. Exactement. Et là, c'est Ferdinand Berthaud? Là, c'est Ferdinand Berthaud. C'est un des rares portraits de Ferdinand Berthaud qui est existant. Il y en a un qui se trouve au CNAM, à Paris. Et nous avons ce magnifique dessin. Superbe. Et là, un petit atelier et tout. Donc Exact. là, on a vraiment tous les meubles d'époque, etc. Oui, et ça, c'est une machine à tailler les fusées. À tailler les fusées? Oui, c'est notre dernière acquisition. Regarde ici. Il y a une petite fusée avec un petit burin. Il y a une petite fusée. On est à Cap Canaveral, il y a une petite fusée. On appuie sur un bouton, elle part. Non, je plaisante. La fusée, c'est un des éléments du calibre horloger, évidemment. Ici, nous avons des livres dans lesquels on parle des horloges de Ferdinand Berthaud qui ont été embarquées dans des voyages d'exploration au XVIIIe siècle. La fameuse horloge qui permettait d'avoir la longitude, parce que c'est lui qui a créé un petit peu ce concept, et c'est pour ça qu'on voit des cartes marines et des compas. Exactement. En fait, lors de ces explorations, de ces voyages d'exploration, on prenait 3 horloges marines sur chaque bateau, parce que si une s'arrêtait, on était bien embêté. Donc il en fallait 3. Donc il y en avait 2 de secours. C'est ça. Il y avait des horlogers sur le bateau pour réparer l'horloge au cas où elle était en panne? Non. Ça avait intérêt à être fiable, hein? Non, il fournissait ce genre d'horloge de marine à la marine française, mais aussi à la marine espagnole. Donc ça, c'était l'horloge embarquée. Elle était sur un système qui permettait, en fonction du roulis, d'accord. Exactement. En fait, elle était dans un cylindre en laiton. Les poids remontent et ils descendent gentiment. C'est en pendant descendant une qui journée. donne l'énergie. Exactement. 24 heures de réserve de marche, en fait. C'est ça. Et la précision d'une telle horloge, c'était plus ou moins 1 seconde par semaine. C'était Dis donc, mais extrêmement précis. super précision, même par Absolument. mieux que le COSC. C'est ça. Bah oui. Et la pièce est volumineuse. La pièce est volumineuse, et puis il n'y a pas tant que ça de pièces dedans. Donc c'était quand même quelque chose qui était très, très précis pour l'époque. Et ce qu'on voit ici, c'est un grill. Et en fait, elle est reliée à une sorte de petite pince qui va pincer le spiral soit plus près, soit plus loin, en fonction de la température. Parce que les bateaux, quand ils partaient, parfois ils étaient proches de l'équateur, donc il faisait très chaud, comme aujourd'hui, ou parfois ils étaient proches d'un pôle, et là il faisait très très froid. Et en fait, il fallait que les horloges restent extrêmement précises, malgré la température. Donc l'un compensait l'autre en fur et à mesure. Exactement. Mais c'est là où alors arrive le brevet bimatière que l'on trouve dans les montres de Ferdinand Berthaud. Absolument. C'est de là d'où vient ce système. C'est ça. C'est quoi ce globe terrestre? Ce globe terrestre, il possède un mouvement à l'intérieur. Il y a une petite trappe
Ouais, on peut d'accord. l'ouvrir et en fait on peut remonter. C'est un mouvement de pendule de Paris à l'intérieur. Et en fait on peut le remonter. Il a 8 jours de réserve de marche et pendant 8 jours, le globe... Ah, il tourne autour de l'axe. Exactement, tout à fait. Tout en faisant, évidemment, Tout en fonctionner donnant. les aiguilles des heures et des minutes. Absolument. Et je te présente encore ce chronomètre de marine ici, une horloge à Le numéro combien, ça? Ça, c'est le numéro 30, l'horloge à longitude numéro 30. Et lorsqu'on l'a achetée, elle n'était pas terrible. En fait, le cabinet était peint avec de la peinture noire. À l'intérieur, il y avait de la feutrine verte. Le système à la cardan, il était tout de travers. C'était... Donc vous l'avez restauré de A jusqu'à Z. C'est ça. Et en fait, quand on l'a nettoyé, quand on a nettoyé le bois, on a découvert ce beau noyer qui est d'origine. Et en fait, les trous que tu vois ici, Ouais. ce sont les trous on mettait des vis et on le fixait dans le bateau. En fait, c'était la... D'accord, c'était le support qui permettait de le mettre sur, absolument. sur un bastingage ou quelque chose, quoi. Dans Ou la- à l'intérieur, dans la cabine du Dans capitaine. la cabine du capitaine. C'est ça. D'accord. Absolument. Et ça servait à calculer très précisément la longitude où on se trouvait. C'est ça. Quand même, les mecs, ils étaient courageux à l'époque de voyager avec ça comme instrument. Hein. Et puis dis-moi, j'ai vu quand même, et Ferdinand Berthoud, faut pas oublier, c'est un grand écrivain de livres horlogers, de livres de marine. Je te montre. Et oui, parce que j'ai vu que tu étais quand même fourni en bibliothèque. Alors, on a beaucoup de chance. On a tous les livres de Ferdinand Berthoud en première édition. Tous? Presque tous. Les autres sont vraiment très difficiles. Je crois qu'il m'en manque deux. Je te ou fais quelque chose comme confiance, ça. je te fais confiance pour les avoir. Et ils sont parfaitement entretenus, vous les avez aussi restaurés. Parce que là, les couvertures absolument. comme ça, c'est restauré, c'est obligatoire. Tout à Et une fait. longue vue de Ferdinand Berthoud. Alors non, elle n'est pas de Ferdinand Mais Berthoud. si, elle est de Ferdinand Berthoud, la longue vue, il y a tout, le livre numéro 7, 8, tome 1, 2, 3. Oui, vous avez tout quand même. Oui, on même, a même... des petits carnets de notes. Oui. Alors ça, c'est un petit livre de Louis Berthoud, qui est le neveu de Ferdinand. Et puis là, j'ai vu, il y a des livres que tu as sortis pour nous. L'art de conduire et de régler les pendules et les montres. À l'usage de ceux qui n'ont aucune connaissance d'horlogerie. Donc ça, c'est le premier livre Le de Ferdinand premier manuel d'horlogerie de Ferdinand Berthoud. Exactement, il est tout petit, parce qu'à l'époque... Il n'y a pas beaucoup de plans, hein. Alors, il y a 4 planches à la fin. Ah, il y a des planches. Oh oui, ouais, d'accord. Bon, j'ose pas parce que c'est un truc fragile. Voilà. Et là, c'est quoi? Ça, c'est le traité des horloges marines. Et dans ce traité, Ferdinand Berthoud explique comment il a créé les horloges marines et dans quel but également. C'est génial. Et à chaque horloge marine ou à chaque nouvelle construction qu'il réalise, il essaye d'améliorer en fait le système, les composants, pour que les pièces soient de plus en plus précises. Ça vaut son pesant d'or, écoutez bien. La théorie de construction, la main-d'œuvre de ces machines et la manière de les éprouver, dédiée à Sa Majesté et publiée par ses ordres. Et la première page, au roi, sire, virgule. Il s'adresse à Sa Majesté. Absolument. Introduction au traité des horloges marines, blablabla, blablabla. Ça, il y en a qui paieraient, mais des fortunes qui tueraient père et mère pour pouvoir avoir la joie de feuilleter ça. Tu as vu l'état? Il n'y a pas mais- une mais- rousseur. mais non, mais- C'est magnifique. Il n'y a pas une rousseur. Si, regarde, il y a des taches de rousseur là. Mais pas sur le livre. C'est pas sur le livre, exactement. C'est dingo, ça. Et là- Regardez ça, c'est des centaines, voire des milliers de pages. Et là, ce sont les mêmes planches, en fait, mais en... On a, Mais en on a quel état uniquement- c'est de conservation? Exact. J'ose pas. Mais J'ose- si, mais si, bien sûr. j'ose, tout doucement. Hein. Tout doucement. Regardez ça. Regardez dans quel état c'est. Alors évidemment, ce musée est fermé au public. Donc c'est pour ça qu'on fait un plaisir, évidemment, de vous le faire visiter. Mais je peux vous donner un petit secret. Si vous achetez une montre Ferdinand Berthoud, vous avez la possibilité, évidemment, d'intriguer pour visiter le musée. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Regardez, un sublime maquette de bateau, évidemment, pour illustrer ces horloges de marine. Quelle manière plus senseienne que de finir cette émission au musée Ferdinand Berthoud que d'essayer de donner une petite astuce historique à Anne Walter, qui a oublié quelque chose de très important. Ah bon? Oui, je sais que t'aimes pas, mais si, parce que c'est quelque chose qui existe que depuis le monde des mondes, depuis que l'horloge est celle-ci, par exemple, ben, quand elle est arrêtée.
Elle te donne l'heure exacte 2 fois par jour. C'est ça. Et ça, c'est quand même important, non? Allez, à tout à l'heure.